Bonjour les amis, c'est Rémi de France, l'auteur des Plans démonium, qui vous susurre à l'oreille son premier podcast. Donc je vous ai mis sur la page d'Amazon, donc vous tapez simplement dans la recherche Rémi de France et vous allez tomber sur tous mes ouvrages ici. Vous aurez en livre broché. Pour ce premier podcast, hein, je vais vous parler un petit peu de Pandémonium, Vampire et Protocole, donc c'est mon deuxième ouvrage. Et dedans, il y a les protocoles des sages de Sion. Pour moi, il est important d'en prendre connaissance parce que c'est le plan, ok? Et tout est dit dedans. Et tous ceux qui vous diront que les protocoles des sages de Sion, c'est un faux, à usage antisémite, bla 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 bla, enfin bref, tout cela sont des agents du système, ils sont là uniquement pour vous troller et vous emmener dans la mauvaise direction. Vous savez très bien que c'est la spécialité de l'ennemi. Donc, il nous faut prendre connaissance de ces protocoles. Il y a 24 protocoles, 24 chapitres. Aujourd'hui, nous allons en faire un seul, le premier, et bien sûr la petite intro que j'avais écrite au sujet, puisque même cette introduction en fait est extrêmement importante. Donc là on se retrouve sur le PDF de mon ouvrage Plan démonium, Vampire et Protocole. Je vous laisserai prendre connaissance, hein, de toute façon. Je vais remettre les PDF de tous mes ouvrages, même le dernier, même des programmations. Je vais remettre les PDF de tous mes ouvrages en accès libre pour que vous puissiez en prendre connaissance directement sur votre ordinateur. Évidemment, ces ouvrages sont à télécharger, à partager au plus grand nombre, allez-y. Ce sont avant tout des, j'ai envie de dire des livres de travail, puisque ce que j'ai mis dedans, c'est vraiment mon évolution personnelle. Enfin, mon évolution personnelle qui était quand même très très bien entamée, puisque quand on en vient à écrire, c'est que tout est abouti, enfin tout, il y a des choses qui sont encore à travailler évidemment, mais au niveau de, comment dire, de la finalisation ou de la finalité de tout ça, on est très très proche, très très proche. D'accord? Le reste, c'est des détails, mais le diable se cachant dans les détails, il est de notre devoir d'aller le débusquer. Bref, nous allons commencer tout de suite. Donc, cette partie euh, des, des protocoles des sages de Sion. Je vous passerai la préface qui est importante, hein, puisque c'est une traduction. Attention, hein, le protocole des sages de Sion, pour petit rappel, c'est une traduction qui a été faite dans les années 1920 par un certain Roger Lambelin, d'accord? À savoir que ces ouvrages-là, enfin ces ouvrages, les protocoles des sages de Sion ont été écrits euh, au tout début 1900 en Russie, d'accord? Donc ça a été ramené en traduction, donc française, en anglais, etc., etc., pour que les gens prennent conscience. Mais au travers de ces protocoles et à l'écoute des podcasts que je vous ferai au fur et à mesure, ou de votre lecture, si vous décidez de lire, je vous en prie, vous verrez, vous constaterez par vous-même que ce ne sont pas des écritures fausses, ce ne sont pas euh, des allégories, et ce ne sont surtout pas des mensonges. Ils sont obligés d'annoncer leur plan. Ils sont obligés de l'écrire. Ils sont obligés. Ils sont obligés. Sinon, leur plan ne se réalise pas. Voilà. Donc, on en est là. Donc, le fait de les avoir mis dans mon livre, ce n'est pas du tout pour encourager ce plan. Bien au contraire, c'est pour le mettre en lumière. C'est pour désocculter. Nous ne sommes pas des complotistes. Nous sommes des désoccultistes. Nous n'aimons pas les complots. Ce que nous aimons, c'est la vérité. Et la vérité se cache, eh bien tout simplement, dans ce qu'on nous cache. Donc, à nous d'aller révéler tout ça. C'est parti pour la petite lecture. Donc, bien sûr, c'est la deuxième partie du livre qui s'intitule Protocole. S'il existe une énième et terrifiante preuve du plan du génocide en cours, elle se trouve dans les protocoles des sages de Sion.
Impossible de faire du tri dans ce document jugé faux et antisémite par les médias, les politiciens et toutes les castes dirigeantes mondiales. Les autres sont obligés d'annoncer leur plan pour que l'esprit humain l'accepte comme étant l'évolution. Dans ce triste monde qu'est le nôtre, les signes sont là. Complotistes, antisémites, racistes, ne sont que des mots proférés par les autres afin de soumettre les uns, ou du moins pour vilipender les derniers réfractaires à la doctrine satanique en vigueur. Je vous livre ici le document dans son intégralité, en ayant pris soin de mettre en évidence les mots clés, hors préface, qui elles gardent son sens historique de l'époque. Prenez-en connaissance, car tout y est décrit avec une précision effrayante. Ainsi vous pourrez voir où nous en sommes dans leur plan visant à nous asservir puis à nous faire souffrir. Et accessoirement, entre parenthèses, ils se nourrissent de nous. Remplacez le mot chrétien par le mot goy, le mot juif par khazar ou sioniste. Et le mot bien veut simplement parler de leur définition luciférienne du bien. Vous comprendrez tout simplement, plus simplement et profondément l'ignominie de ce document et des horreurs qu'ils nous ont faites et nous réservent encore. Sachez aussi que, quand ils parlent de Dieu, ils parlent de leur Dieu, communément appelé Satan, Lucifer ou encore Baal. Mais gardez bien l'histoire des Khazars à l'esprit, car ce sont eux qui ont écrit les protocoles. Les Khazars d'avant sont les sionistes d'aujourd'hui, et leur religion n'est pas le judaïsme, mais bien le satanisme. Alors ici, hop, en illustration, je vous ai mis différentes couvertures qui sont parues à l'époque concernant les protocoles. Et vous voyez bien de toute façon le caractère très prononcé de ce qu'ils contiennent. Les preuves se trouvent dans leurs propres écrits, qui sont également une façon d'encoder la matrice, et ils le savent. Donc je vous laisse. Je vous épargne la préface et l'introduction de Roger Lamblin. Et on va aller directement à la page 118 pour démarrer le chapitre 1er. Dans tous les protocoles, au début, vous allez trouver cette partie de texte qui vous donne grosso modo la ligne directrice du protocole en question. Et pour le chapitre 1er, je ne pense pas que je vous lirai les autres premières parties comme ceci pour les autres protocoles, puisque je vais les prendre et puis je vais les noter directement dans la description de la vidéo. Comme ça, vous allez comprendre des choses directement avant même d'écouter la vidéo. Donc, chapitre 1er. Le droit est dans la force. La liberté est une idée. Le libéralisme, l'or, la foi, l'autonomie, le despotisme du capital, l'ennemi intérieur, la foule, l'anarchie, la politique et la morale, le droit du plus fort, le pouvoir juif franc-maçon est invincible. Le but justifie les moyens. La foule est aveugle, l'alphabet politique, les discordes des partis. La forme de gouvernement qui conduit le mieux à votre but est l'autocratie. Les liqueurs fortes, le classicisme, la débauche, le principe et les règles du gouvernement juif et franc-maçon. La terreur, liberté, égalité, fraternité. Le principe du gouvernement dynastique. Les privilèges de l'aristocratie des chrétiens, détruits. La nouvelle aristocratie, calcul psychologique, abstraction de la liberté, amovibilité des représentants du peuple. Petite parenthèse. Vous allez voir que ce protocole, c'est le premier. Et on ne peut s'empêcher de faire des parallèles à ce que nous sommes en train de vivre tous actuellement, que ce soit au niveau de la politique donc, de notre cher pays, la France, mais aussi la géopolitique mondiale, internationale, et de toutes les manipulations et mensonges. On ne peut pas s'en empêcher parce que c'est sous nos yeux, c'est là, c'est tout le temps, et nous sommes forcés de constater que ces protocoles n'ont rien de faux en écriture. Je suis désolé si vous avez suivi des gens qui vous ont mené dans le mur avec ces protocoles. Je n'en suis aucunement responsable. Et si ça vous froisse, si tout ça vous froisse, vous êtes toujours libre de fermer les yeux, d'arrêter cette vidéo
et de continuer votre petite vie. C'est pas un problème. De toute façon, on va vers une prophétie qui s'appelle la prophétie des deux humanités. Pour ceux qui veulent aller creuser sur Google, allez-y, je vous en prie. Tapez simplement la prophétie des deux humanités, vous aurez quelques petites lignes à lire et vous comprendrez tout de suite vers quoi on va. Voilà. On va passer à la lecture donc de ce premier protocole que je vous souhaite aussi, aussi agréable que nauséabonde, si je puis me permettre. Je ne m'empêcherai pas de faire des parenthèses pour vous relater certains événements de notre époque, évidemment. Abandonnons toute phraséologie, étudions en elle-même chaque idée, éclairons la situation par des comparaisons et des déductions. Je vais donc formuler notre système de votre point de vue et du point de vue des chrétiens. Il faut remarquer que les hommes qui ont de mauvais instincts sont plus nombreux que ceux qui en ont de bons. C'est pourquoi on atteint les meilleurs résultats en gouvernant les hommes par la violence et la terreur, non par les discussions académiques. Chaque homme aspire au pouvoir. Chacun voudrait devenir dictateur s'il le pouvait. En même temps, il en est peu qui ne soient prêts à sacrifier les biens de tous pour atteindre leurs propres biens. Qu'est-ce qui a contenu les bêtes féroces qu'on appelle les hommes? Qu'est-ce qui les a guidés jusqu'à présent? Au début de l'ordre social, ils se sont soumis à la force brutale et aveugle. Plus tard, à la loi, qui n'est que la même force mais masquée. J'en conclus que d'après la loi de nature, le droit est dans la force. La liberté politique est une idée, mais non un fait. Il faut savoir appliquer cette idée quand il devient nécessaire d'attirer les masses populaires à son parti, par l'appât d'une idée, si ce parti a formé le dessein d'écraser le parti qui est au pouvoir. Ce problème devient facile si l'adversaire tient ce pouvoir de l'idée de liberté, de ce qu'on appelle libéralisme, et sacrifie quelque peu de sa puissance pour cette idée. Alors, petite parenthèse, libéralisme. Pour qu'on soit bien d'accord sur le champ lexical du libéralisme, ce qui nous est offert, c'est ceci. Hein. D'accord? Donc c'est offert par le Robert. On va y arriver. Hop. Le Robert qui nous dit attitude, doctrine des libéraux, partisans des libertés individuelles. Alors vous allez voir le mot liberté, c'est quelque chose. Doctrine selon laquelle la liberté économique, le libre jeu de l'entreprise ne doivent pas être entravés. Le libéralisme préconise la libre concurrence. Ouais, ouais. Donc, courant politique, le libéralisme est un courant de pensée qui prône la défense des droits individuels subjectifs dans la ligne de John Locke, au nom d'une division fondée sur l'individu et la coopération volontaire entre les humains. Au nom d'une vision fondée sur l'individu et la coopération volontaire entre les humains. Faut-il que cette coopération soit volontaire et pas asservissante ou de l'esclavage, etc. Bref, retournons à notre écrit. Et voilà où apparaîtra le triomphe de notre théorie. Les rênes relâchées du pouvoir sont aussitôt saisies en vertu de la loi de vie par d'autres mains, parce que la force aveugle du peuple ne peut rester un seul jour sans guide et que le nouveau pouvoir ne fait que prendre la place de l'ancien, affaibli par le libéralisme. Petite parenthèse, donc là vous allez deviner très clairement que leur idée en fait c'est de mettre des gouvernements en place, d'accord? Donc que ça soit la main de fer en fait, et au fur et à mesure provoquer une certaine décadence, de façon à affaiblir les gouvernements pour pouvoir justifier le remplacement de ce gouvernement. Donc c'est comme ça qu'on va assister dans un avenir proche à la fin des gouvernements des nations, pour laisser place à un gouvernement mondial, puisque de toute façon c'est le plan, et que même ça c'est écrit dans les protocoles des sages de Sion, qui datent donc début 1900, je vous le rappelle. Fin de la parenthèse. De nos jours, la puissance de l'or a remplacé le pouvoir des gouvernements libéraux. Il fut un temps où la foi gouvernait. L'idée de la liberté est irréalisable parce que personne ne sait en user dans sa juste mesure. Il suffit de laisser quelque temps le peuple se gouverner lui-même pour que cette autonomie se transforme aussitôt en licence. Dès lors surgissent des dissensions qui se transforment bien vite en batailles sociales dans lesquelles les États se consument et où leur grandeur se réduit en cendres.
Que l'État s'épuise dans ses propres convulsions ou que ses querelles intestines le réduisent à la merci des ennemis extérieurs, il peut dès lors être considéré comme irrémédiablement perdu. Il est en notre pouvoir. Le despotisme du capital, qui est tout entier entre nos mains, lui, apparaît comme une planche de salut auquel il est obligé, bon gré mal gré, de se cramponner sous peine de sombrer. À celui que son âme libérale porterait à traiter ces raisonnements d'immoraux, je demanderai si tout État a deux ennemis, et s'il lui est permis d'employer contre l'ennemi extérieur, sans que cela soit considéré comme immoral, tous les moyens de lutte, comme par exemple de ne pas lui faire connaître ses plans d'attaque ou de défense, de le surprendre de nuit ou avec des forces supérieures. Pourquoi ces mêmes mesures employées contre un ennemi pire, qui ruinerait l'ordre social et la propriété, serait-elle dite illicite et immorale? Je fais encore une petite parenthèse. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec nos lanceurs d'alerte, nos des occultistes, ceux qui se font appeler, si, ceux qui se font appeler des complotistes, ils se font enfermer, prison, hôpital psychiatrique, séquestration, etc. Et qui organise tout ça à chaque fois? Bah, c'est le gouvernement. Le gouvernement, l'État, avec l'appui des forces étatiques. Et tout ça c'est corrompu, hein, on est tous d'accord. Bref, fin de la parenthèse. Un esprit bien fait-il... Ah là là, je reprends, tiens. Un esprit bien, un esprit bien fait peut-il espérer mener avec succès les foules par des exhortations sensées ou par la persuasion, quand la voie est ouverte à la contradiction même déraisonnable, pourvu qu'elle paraisse séduisante au peuple qui comprend tout superficiellement. Les hommes, qu'ils soient de la plèbe ou non, sont guidés exclusivement par leurs petites passions, par leurs superstitions, par leurs usages, par leurs traditions et leurs théories sentimentales. Ils sont esclaves de la division des partis qui s'opposent à l'entente la plus raisonnable. Toute décision de la foule dépend d'une majorité de hasard, ou tout du moins superficielle. Dans son ignorance des secrets politiques, elle prend des résolutions absurdes. Une sorte d'anarchie ruine le gouvernement. La politique n'a rien de commun avec la morale. Le gouvernement qui se laisse guider par la morale n'est pas politique et par conséquent son pouvoir est fragile. Celui qui veut régner doit recourir à la ruse et à l'hypocrisie. Les grandes qualités populaires, la franchise et l'honnêteté, sont des vices dans la politique parce qu'elles renversent les rois de leur trône mieux que l'ennemi le plus puissant. Ces qualités doivent être les attributs des royaumes chrétiens. Nous ne devons aucunement les prendre pour guides. Notre but est de posséder la force. Le mot de droit est une idée abstraite que rien ne justifie. Ce mot signifie simplement ceci. Donnez-moi ce que je veux afin que je puisse trouver par là que je suis plus fort que vous. Où commence le droit, où finit-il? Dans un État où le pouvoir est mal organisé, où les lois et le gouvernement sont devenus impersonnels du fait des droits sans nombre que le libéralisme a créés, je vois un nouveau droit de me jeter, de par la loi du plus fort, sur tous les ordres et tous les règlements établis et de les renverser, de mettre la main sur les lois, de reconstruire toutes les institutions et de devenir le maître de ceux qui nous ont abandonné les droits que leur force leur donnait, qui y ont renoncé volontairement, libéralement. Alors, petite parenthèse, j'ai envie de vous renvoyer vers la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, article 2, où il est clairement dit, c'est écrit, et la Constitution se base là-dessus, même si tout ça s'est tombé. Qu'est-ce qu'il est dit dans cet article 2? Il est dit que les droits et libertés sont conservés par les associations politiques. Conserver, c'est préserver normalement, d'accord? Sauf que là, ce n'est plus préservé puisque nous ne jouissons pas de nos droits et libertés, que nos représentants, nos représentants ne nous, comment dire, ne nous épaulent pas du tout dans nos droits et nos libertés. Au contraire, ils les séquestrent. Donc conserver égale séquestrer. Voilà, on en est là. Ok?
Donc, la suite. Où est-ce que je m'étais arrêté? En raison de la fragilité actuelle de tous les pouvoirs, notre puissance sera plus durable que toute autre, parce qu'elle sera invincible jusqu'au moment où elle sera si bien enracinée qu'aucune ruse ne pourra plus la ruiner. Du mal passager que nous sommes obligés maintenant de faire naîtra le bien d'un gouvernement inébranlable qui rétablira la marche régulière du mécanisme de l'existence nationale troublée par le libéralisme. Le résultat justifie les moyens. Portons notre attention dans nos projets, moins sur le bon et le moral que sur le nécessaire et l'utile. Nous avons devant nous un plan, dans lequel est exposée stratégiquement la ligne dont nous ne pouvons nous écarter sans courir les risques de voir détruits les travaux de plusieurs siècles. Pour trouver les moyens qui mènent à ce but, il faut tenir compte de la lâcheté, de l'instabilité, de l'inconstance de la foule, de son incapacité à comprendre et à estimer les conditions de sa propre vie et de sa prospérité. Il faut comprendre que la puissance de la foule est aveugle, insensée, ne raisonne pas, écoute à droite et à gauche. Un aveugle ne peut conduire un aveugle sans le conduire au précipice. De même, les membres de la foule, sortis du peuple, fussent-ils doués d'un esprit génial, faute de rien comprendre à la politique, ne peuvent prétendre la guider sans perdre toute la nation. Seul un individu préparé dès l'enfance à l'autocratie peut connaître le langage et la réalité politique. Un peuple livré à lui-même, c'est-à-dire aux parvenus de son milieu, se ruine par les discordes de partis, qu'excite la soif de pouvoir et par les désordres qui en proviennent. Est-il possible aux masses populaires de raisonner tranquillement, sans rivalité intestine, de diriger les affaires du pays qui ne peuvent être confondues avec les intérêts personnels? Peuvent-elles se défendre contre les ennemis extérieurs? C'est impossible. Un plan divisé en autant de têtes qu'il y en a dans la foule perd son unité. Il devient inintelligible et irréalisable. Il n'y a qu'un autocrate qui puisse élaborer des plans vastes et clairs, donner sa place à toute chose dans le mécanisme de la machine gouvernementale. Concluons donc qu'un gouvernement utile au pays et capable d'atteindre ce but qu'il se propose doit être concentré dans les mains d'un seul individu responsable. Petite parenthèse, euh, un individu responsable, mais pas responsable au niveau du peuple, hein. Non, non. La responsabilité dont il parle, c'est c'est cette fraternité qu'ils ont dans leur loge. Ok. Donc on en est là, hein. Ils disent clairement, le plan c'est ça, hein. Concluant donc qu'un gouvernement utile au pays et capable d'atteindre ce but qu'il se propose doit être concentré dans les mains d'un seul individu responsable. On appelle ça une dictature. On appelle ça une dictature. Voilà. Bref. Fin de la parenthèse. Sans le despotisme absolu, la civilisation ne peut exister. Elle n'est pas l'œuvre des masses, mais de leur guide, quel qu'il soit. La foule est un barbare qui montre sa barbarie en toute occasion. Aussitôt que la foule prend en main la liberté, elle la transforme bien vite en anarchie, qui est le plus haut degré de barbarie. Alors, re-parenthèse, et je suis désolé, mais quand il parle d'anarchie, ce n'est pas l'anarchie que nous voulons, d'accord? C'est l'anarchie que eux veulent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est ça, c'est le chaos. Ordo ab chaos, hein. Donc le chaos pour pouvoir détruire et reconstruire derrière, ce qu'ils pratiquent tout le temps, ok? Ils pratiquent ça tout le temps. Donc, il faut comprendre qu'il y a des valeurs inversées aussi, bien sûr, dans ce texte, d'accord? Et c'est pour ça qu'à un moment donné, ils vont parler du bien, mais le bien pour eux, c'est le mal pour nous. Et c'est ça qu'il faut comprendre maintenant. Qui sont-ils pour décider de ce que nous devons vivre, en fait? Ça, c'est les vraies questions. Voilà. Voyez ces animaux ivres d'eau de vie, hébétés par le vin, auxquels le droit de boire sans limite est donné en même temps que la liberté. Nous ne pouvons permettre que les nôtres tombent à ce degré. Les peuples chrétiens sont abrutis par les liqueurs fortes, leur jeunesse est abrutie par les études classiques et par la débauche précoce à laquelle l'ont poussé nos agents, précepteurs domestiques, gouvernantes, dans les maisons riches, nos commis ailleurs,
nos femmes dans les lieux de divertissement des chrétiens. Au nombre de ces dernières, je compte aussi ce qu'on appelle les femmes du monde, initiatrices volontaires de leur débauche et de leur luxe. Notre mot d'ordre est la force et l'hypocrisie. Seule la force peut triompher en politique, surtout si elle est cachée dans les talents nécessaires aux hommes d'État. La violence doit être un principe, la ruse et l'hypocrisie une règle pour les gouvernements, qui ne veulent pas remettre leur couronne aux mains des agents d'une nouvelle force. Ce mal est l'unique moyen de parvenir au but, le bien. C'est pourquoi nous ne devons pas nous arrêter devant la corruption, la tromperie et la trahison, toutes les fois qu'elles peuvent nous servir à atteindre notre but. Reparenthèse, ah, on le voit bien dans notre gouvernement, on le voit bien à l'OMS, on le voit bien à l'OTAN, on le voit bien absolument partout en fait. Corruption, trahison, tromperie, vol, viol par le dol, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les protocoles des sages de Sion nous disent exactement ce qu'il se passe aujourd'hui, sous nos yeux, et ce qu'il s'est réellement toujours passé. Bref, on continue. En politique, il faut savoir prendre la propriété d'autrui sans hésiter, si nous pouvons obtenir par ce moyen la soumission et le pouvoir. Notre État, dans cette conquête pacifique, a le droit de remplacer les horreurs de la guerre par par des condamnations à mort moins visibles et plus profitables, nécessaires pour entretenir cette terreur qui fait obéir les peuples aveuglément. Une sévérité juste mais inflexible est le plus grand facteur de la force d'un État. Ce n'est donc pas seulement notre avantage, c'est notre devoir pour obtenir la victoire de nous en tenir à ce programme de violence et d'hypocrisie. Une pareille doctrine, basée sur le calcul, est aussi efficace que les moyens qu'elle emploie. Ce n'est donc pas seulement par ces moyens, mais aussi par cette doctrine de la sévérité que nous triompherons et que nous asservirons tous les gouvernements à notre gouvernement suprême. Il suffira que l'on sache que nous sommes inflexibles pour que toute insubordination cesse. Petite parenthèse, on peut parler du 11 septembre, qui a été une punition hein, pour l'Amérique. D'accord. Il y a des choses dessus. La fraude de l'histoire en fait partie, c'est également dans Vampire et Protocole. Tout est là. Fin de la parenthèse. C'est nous qui, les premiers, dans ce qui est encore l'Antiquité, avons jeté au peuple les mots liberté, égalité, fraternité. Paroles répétées tant de fois dans la suite par des perroquets inconscients qui, attirés de toutes parts par cet appât, n'en ont usé que pour détruire la prospérité du monde, la véritable liberté individuelle, autrefois si bien garantie de la contrainte de la foule. Des hommes qui se croyaient intelligents n'ont pas su démêler le sens caché de ces mots, n'ont pas vu qu'ils se contredisaient, n'ont pas vu qu'il n'y a pas d'égalité dans la nature, qu'il ne peut y avoir de liberté, que la nature elle-même a établi l'inégalité des esprits, des caractères et des intelligences si fortement soumis à ces lois. Ces hommes n'ont pas compris que la foule est une force aveugle, que les parvenus qu'elle élit pour la gouverner ne sont pas moins aveugles en politique qu'elle-même, que l'initié, fût-il sot, peut gouverner, tandis que la foule des non-initiés, même plein de génie, n'entend rien à la politique. Toutes ces considérations ne vinrent pas à l'esprit des chrétiens. Cependant, c'est là-dessus que reposait le principe du gouvernement dynastique. Le père transmettait à son fils les secrets de la politique, inconnus en dehors des membres de la famille régnante, afin que nul ne pût trahir le secret. Plus tard, le sens de la transmission héréditaire des vrais principes de la politique se perdit. Le succès de notre œuvre en fut accru. Pourtant, dans le monde, les mots liberté, égalité, fraternité mirent dans nos rangs, par l'entremise de nos agents aveugles, des légions entières d'hommes qui portèrent avec enthousiasme nos étendards. Et cependant, ces mots étaient des vers qui rongeaient la prospérité de tous les non-juifs en détruisant surtout la paix, la tranquillité, la solidarité, en sapant tous les fondements de leurs États. Vous verrez par la suite que cela servit à notre triomphe. Cela nous donna, entre autres, la possibilité d'obtenir l'atout le plus important, autrement dit d'abolir les privilèges, l'essence même de l'aristocratie des chrétiens, et l'unique moyen de défense qu'ont contre nous les peuples et les nations.
Sur les ruines de l'aristocratie naturelle et héréditaire, nous avons élevé notre aristocratie de l'intelligence et de la finance. Nous avons pris pour critérium de cette nouvelle aristocratie la richesse, qui dépend de nous, et la science qui est dirigée par nos sages. Et la science qui est dirigée par nos sages. Et ouais, petite parenthèse. Oui, oui, toute la science en fait, qui est aujourd'hui dans les manuels scolaires ou qui est dispensée en fait à l'origine, est d'origine franc-maçonne. Franc-maçonne donc sioniste, Khazar. Ce n'est pas une science, c'est faux. C'est-à-dire qu'on vous apprend par exemple qu'il n'y a que quatre éléments hein, sur Terre, donc euh, l'eau, la terre, le feu et l'air. Mais en fait, il y en a cinq. Le cinquième, c'est l'éther. Pourquoi on nous cache l'éther? Ah, et pourtant, ça c'est une réponse. C'est une réponse. C'est une question à laquelle il faudrait répondre pour comprendre pourquoi. Hein? Parce que dans l'éther, il y a tout. Il y a tout, nous respirons l'éther. Les plantes se nourrissent d'éther. Il y a de l'électricité dans l'éther. L'énergie, elle est pour tout le monde. Et pourtant, et pourtant, ils la font payer. Bref, donc la science qui est dirigée par nos sages. Hein. Merci, bande d'enfoirés. Bref. Notre triomphe fut encore facilité par le fait que, dans nos rapports avec les hommes dont nous avions besoin, nous sûmes toujours toucher les cordes les plus sensibles de l'esprit humain. Le calcul, l'avidité, l'insatiabilité des besoins matériels de l'homme. Chacune de ces faiblesses humaines prises à part est capable d'étouffer l'esprit d'initiative en mettant la volonté des hommes à la disposition de celui qui achète leur activité. J'ai envie de refaire une petite parenthèse à ce propos-là. Je suis désolé, ça va peut-être, voilà, encore, hein, c'est pénible, hein, mais bon. Euh, le calcul, l'avidité, l'insatiabilité des besoins matériels de l'homme. Alors, dans un monde où on est passé bientôt au tout IA, hein, où il y a les réseaux sociaux, etc., où on les utilise, hein, forcément. Bon, il y en a qui ne passent que par ça parce qu'ils kiffent trop ça et que pour eux c'est toute leur vie. C'est bien dommage parce que c'est exactement leur but. Leur but, il est là. Hein, d'accord? Donc, capable d'étouffer l'esprit d'initiative en mettant la volonté des hommes à la disposition de celui qui achète leur activité. L'activité des gens sur les réseaux sociaux, sur le net et dans le virtuel, c'est de perdre du temps. Voilà, voilà. Donc ils ont su comment faire avec Facebook, avec Instagram, Snapchat, TikTok, enfin bref, tous ces trucs-là, quoi. C'est pour faire perdre du temps aux gens. Ah, je m'excuse, hein, mais c'est le seul moyen de passer pour moi par YouTube, en tout cas de pouvoir vous proposer ceci. Voilà. Bon, euh, contrairement à beaucoup, je vous propose pas un contenu débile et avilissant. Moi, je vous propose la connaissance et la vérité. Chacun fait bien comme il veut, hein. Bref, on va peut-être terminer. L'idée abstraite de la liberté a donné la possibilité de persuader aux foules qu'un gouvernement n'est pas autre chose qu'un gérant du propriétaire du pays, c'est-à-dire du peuple, et qu'on peut les changer comme on change des gants usés. L'amovibilité des représentants du peuple les mettait à notre disposition, il dépendait de notre choix. On va refaire un petit retour sur cette dernière phrase quand même, parce que l'amovibilité des représentants du peuple les mettait à notre disposition, il dépendait de notre choix. Voilà. Donc là, ils expliquent clairement que toutes les élections, systématiquement, sont truquées. Pourquoi? Parce que ça dépend uniquement de leur choix. D'accord? La movibilité en question n'est là uniquement que pour faire croire au peuple que c'est lui qui décide par le vote. Mais encore une fois, voter c'est quoi? Parce qu'attention, c'est extrêmement énergétique tout ça. Voter c'est quoi? Voter c'est donner son pouvoir à une personne en la désignant, cette personne, donc c'est une personne morte, hein, elle est écrite en tout capital sur un petit bulletin, en déposant ceci dans une urne funéraire. Ok? Ça, c'est la preuve que nous sommes dans un système de nécromancien. Nous donnons notre voix, et quand nous ne pouvons pas donner notre voix parce que nous avons un empêchement, nous donnons notre pouvoir à quelqu'un qui va porter notre voix pour aller voter. Voter.
Donc pour aller mettre un petit papier dans une urne funéraire, d'accord? Comprenez, il faut comprendre que tout ça, tout le merdier dans lequel nous sommes, tout ce système, en fait, il a été voulu, étudié, ajusté au fur et à mesure pour appliquer le plan. Et c'est terrible de s'en rendre compte, mais ce qui est encore plus terrible, c'est de continuer à consentir malgré tout. Voilà mes amis, ça c'était le premier chapitre, le tout premier protocole des 24 protocoles des sages de Sion. J'espère que cette écoute vous aura été agréable. Je m'empresserai en tout cas de faire le deuxième protocole, le troisième, mais je vais faire ça à mon rythme. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une belle nuit, une belle journée, et je vous souhaite à tous, et je nous souhaite à tous, de nous libérer de ces esclavagistes. Merci à vous.